Donc autour de la table, Philippe Wefter, salut Philippe, Bonjour, chef Stéphane. économiste Ostrom Asset Management, Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, salut Erwan, André Lescruc-Pietri, salut André. Bonjour Stéphane. Président de JEDI, Joint European Disruptive Initiative. Messieurs, surtout les deux macroéconomistes. Oui, t'es macroéconomiste, Erwan? Oui, diplômé, de formation. Bah alors. Faut le dire. C'est comme dit le merveilleux Jean-Marc Daniel, j'ai les parchemins. J'ai les parchemins. Non, parce qu'il y a assez souvent des procès en légitimité ou en illégitimité qui sont faits par les économistes parcheminés, justement, notamment quand vous êtes un peu trop libéral, quoi. Voilà. Donc, Jean-Marc, à chaque fois, dit « j'ai les parchemins ». Voilà. Impact de la guerre, donc ça fait un mois. On s'était parlé au tout début d'ailleurs, Philippe. Comment est-ce que là, vous pouvez donc, indice du climat des affaires INSEE, c'était à la fin de la semaine dernière, reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période. Climat de l'emploi à un niveau élevé, et on a marqué jeudi dernier, à contre-courant de la tendance générale, la croissance de l'activité globale s'est accélérée en France et a affiché son rythme le plus soutenu depuis juillet. Ce que nous, d'ailleurs, on avait vécu dans notre petite entreprise qui s'appelle Bismart. Et donc, est-ce que cette dynamique, aujourd'hui, est remise en cause par la guerre en Ukraine ? Alors oui, il y a plusieurs choses à voir. Moi, l'indicateur que je regarde le plus précisément, c'est le prix du carbone. Pour visualiser comment les entreprises perçoivent leur situation et leur environnement. Et ce qu'on constate, c'est que depuis le 24 février, le prix du carbone a chuté. Il s'est stabilisé depuis une ou deux semaines, mais il est beaucoup plus bas. Autour de combien, t'as le chiffre en tête ? Autour de 80. Autour de 80. Ce qui reste quand même assez élevé, ça reste historiquement. élevé. On est bien d'accord, mais on voit bien que la dynamique qu'il y avait avant le 24 février a été cassée, et donc ça traduit une espèce d'attentisme des entreprises. Cela me paraît plus cohérent avec l'indicateur du climat des affaires de l'INSEE qu'avec celui de Markit. Celui de Markit, en fait, la difficulté... Donc Markit, c'est les directeurs d'achat. Oui, c'est quand même un bel indicateur à avancer. Oui. La difficulté qu'on a à chaque fois sur l'indicateur Markit, c'est au moment des retournements de cycle. C'est-à-dire que sur un certain nombre de secteurs, l'échantillon est relativement étroit, et de ce fait-là, le signal n'est pas forcément pertinent. À l'INSEE, il y a des échantillons très larges, et on le voit bien d'ailleurs dans l'enquête Markit, l'indicateur des services augmente de façon spectaculaire, alors que pour l'INSEE, l'indicateur de services ralentit dans les services, dans la distribution. Donc on n'est pas tout à fait dans la même perception. Et quant à l'emploi, eh bien, on est dans une logique assez habituelle. Si on suit la dynamique du climat des affaires de l'INSEE, j'observe un choc, je réduis mon activité, mais si le choc persiste, à ce moment-là, j'ajusterai l'emploi. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que le choc va être persistant. Et en plus, je suis de toute façon dans une telle crise de compétences que s'il y a quelqu'un qui passe sur le point, à tous les prix. Mais on a toujours ce décalage entre l'activité qui réagit très vite et l'emploi qui est un petit peu plus long à se dessiner. Banque de France dit entre 3,4 et 2,8 en fonction des cours du baril de pétrole. Voilà. Oui, et en fonction de la durée de la crise. Parce qu'on ne sait pas si ça va durer 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il peut y avoir plus d'impact économique que ceux qui sont déjà tombés là maintenant, Philippe ? Oui. Parce qu'on voit notamment que les cours du gaz se sont stabilisés et sont même redescendus un petit peu. Tu le dis sur le carbone, forme de stabilisation aussi. L'industrie automobile assez fortement impactée. On a tous découvert que les Ukrainiens étaient les rois du câblage automobile. Je ne le savais pas. A commencé maintenant à trouver des pistes de substitution. Donc j'ai l'impression que ce qui devait être fait a été fait, quoi. Pour un effet majeur sur le pouvoir d'achat. En Angleterre, 1er avril... Ouais, mais on lâche le pognon sur le pouvoir d'achat, là. Non, mais juste après. En Angleterre, au 1er avril, la facture énergétique des ménages va augmenter de 54%. Parce qu'il n'y a pas de quoi qu'il en coûte sur l'énergie. Et donc, c'est un coût qui est important. Et on voit bien, même en France, même si on a ce quoi qu'il en coûte, quand on compare l'évolution des salaires de référence et l'évolution des prix,
on est en baisse de pouvoir d'achat très significative. Et tu peux avoir légitimement aussi un coup de frein sur la consommation, malgré l'épargne accumulée, de la part de ceux qui consomment beaucoup normalement et qui là, l'épargne néanmoins... accumulée ne sera pas des... Non, ça je comprends. Je dis malgré l'épargne accumulée, tu peux avoir un coup de frein sur la consommation. Le risque, c'est un coup de frein sur la consommation et un coup de frein sur l'investissement. Par attentisme. On ne sait pas ce qui va se passer et je n'ai pas envie de brûler toutes mes cartouches dès maintenant. Et si j'ai une voiture à changer en tant que consommateur, je vais peut-être attendre le mois prochain ou le mois d'après. C'est ça. Erwan. Non, c'est difficile d'ajouter. Enfin, l'indice Market, il a été fait, si je ne me trompe pas, la collecte a été faite dans les tout premiers jours de l'invasion. Donc, moi, je pense que c'est plutôt le prochain qu'il va falloir observer pour voir vraiment l'effet qu'il peut y avoir sur les directeurs d'achat. Parce qu'en plus, les quelques répondants s'attendaient quand même à un conflit assez rapide. La plupart des observateurs géopoliticiens nous disaient, mais vous inquiétez pas, la Russie, c'est pas la première fois qu'ils envahissent un pays voisin. Ils savent comment faire, de manière très cynique. Ça va durer 3 jours, on n'en parlera plus. Et donc là, l'attentisme, effectivement, on vient de parler Philippe, est extrêmement intéressant et important d'un point de vue justement macro, parce que le seul petit bémol, c'est que si jamais on casse justement le mécanisme de confiance qu'il y avait eu, l'INSEE, la Banque de France, certains économistes, certains conjoncturistes nous disent qu'on est en train de casser l'acquis de croissance, enfin on va juste avoir notre acquis de croissance qu'on a eu à 2-3 cette année, et qu'en fait on va... L'inertie de l'incroyable année 2021. On va pas pouvoir justement aller beaucoup plus au-delà à cause justement de cet attentisme-là. Là où ce qui fait le côté épargne de précaution, quand on regarde, je crois que c'est le CAE qui a publié une étude cette semaine justement assez intéressante dessus, quand on montre la ventilation justement de cette épargne-là, on rappelle, les travaux de la Banque de France montraient qu'en fait les 2 premiers déciles n'avaient pas du tout épargné. Or, il se trouve aujourd'hui que ceux qui n'ont pas du tout épargné pendant la crise sont ceux dont le pouvoir d'achat est le plus amputé, ou en tout cas plus en danger là-dessus. Bien sûr. Donc, c'est même pas une dynamique de pas de consommation et pas justement d'investissement d'attentisme, c'est un mécanisme de déconsommation par rapport aux ménages justement qui ont une proportion à consommer qui est extrêmement forte. Des 2 premiers déciles, on a 80-90%, voire 95% de conso. Et donc, du coup, effectivement, c'est un mécanisme auto-entretenu. J'ajouterai dessus, effectivement, le conflit qui s'enlise, plus après les différentes assertions que peuvent avoir, justement, les belligérants russes. Quand vous avez la secrétaire d'État aux Affaires étrangères russe qui explique qu'en fait, maintenant, il va falloir dénazifier la Pologne, la Finlande, l'Estonie. Oui, mais on fait la part des choses, là, oui, maintenant. Nous, on fait la part des choses, Stéphane. Mais quand vous discutez avec des gens qui se renseignent uniquement par le journal de 20 heures et qui, du coup, n'ont pas forcément les marqueurs géopolitiques qu'on n'a pas forcément nous, mais qui n'entendent que ça, et ben en fait, mécaniquement, c'est comme pendant la crise du Covid, quand on entendait juste la seule information. Il fait très bien son boulot, le journal de 20 heures, Erwan. Non, je peux pas. Je parle très bien son boulot. Ce n'est pas notre sujet, on referme la parenthèse, mais il fait très bien son boulot. Les mecs me bluffent même, si tu veux tout savoir. Je ne parle pas du filtre ou du média, je parle juste de l'information brute telle qu'elle est reçue par des personnes qui n'ont que ça comme canaux de communication, avec tout ce que ça peut engendrer derrière, toute la sémiotique qu'il peut y avoir dans l'imaginaire collectif qui peut en découler. Et ça, c'est la même chose pendant la crise du Covid, où on balançait un chiffre brut le soir à 20h, où Jérôme Salomon nous donnait un chiffre brut en expliquant qu'il y avait plein d'autres variants extrêmement dangereux qui arrivaient, etc. Bref. Donc ça, effectivement, ça ne participera pas au climat de confiance. Mais en tout cas, coup d'arrêt sur la conso des 2 premiers déciles qui sont très consommateurs. Et qui, du coup, de toute façon, on va avoir besoin d'un soutien budgétaire important, quel que soit le candidat qui passe dans 2 semaines, vont avoir besoin d'un soutien budgétaire important. Donc, du coup, ça veut dire tout simplement une augmentation, encore une fois, du déficit. Donc, en fait, on recasse, encore une fois, la confiance sur le long terme, etc. Enfin, on en est à 30 milliards quand même sur le bouclier énergie. Oui, mais c'est ce que je dis. Non, mais à mon avis, on va continuer. Non, mais faire 30 milliards sur le bouclier énergie, plus un peu de milliards de soutien aux entreprises. Oublier qu'on va continuer, quel que soit l'exécutif qui va passer, on va continuer. Jusqu'au mois de juin, au moins. Juillet. En fait, il est calibré jusqu'au mois de juillet pour laisser au futur gouvernement le choix de continuer cette politique ou pas. Mais qui de toute façon continuera et qui, si le conflit dure comme le prédisent certains, qui de toute façon devra être réactivé dans des proportions beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui à partir du mois d'octobre. Parce que si vous avez du coup les stocks qui diminuent... à l'arrivée, Erwan, tu penses, c'est-à-dire, tu es aussi un peu comme la Banque de France, c'est-à-dire entre 3,4 et 2,8, donc en gros c'est l'acquis de croissance, ça, c'est ça. Oui, il y a 2,4. Mais ça veut dire qu'on ne tombe pas en récession non plus. Non, ce qui va être intéressant là-dessus, il y a 2 choses. Interrogation. Attends, Erwan, tout dépend par rapport à quoi est-ce qu'on parle, par rapport à l'année dernière, par rapport à d'avant. Non, mais quand on oui, bien sûr, mais quand on regarde par rapport à là où on devait être, la trajectoire qu'on avait commencé à tracer en fin 2020, début 2021, moi je considère qu'on est en récession parce que d'une part, on n'a toujours pas rattrapé, et d'autre part, on tergiverse, on patauge justement dans des. Et en plus de ça, on ampute notre croissance potentielle. Mais ça, c'est un autre sujet que la destruction notamment de compétences qu'il peut y avoir. Donc en fait, pour moi, c'est une récession pas chiffrée, mais c'est une récession dans les chiffres. Parce que je comprends. On ne profite pas de la croissance qu'on aurait pu avoir. Un mot, Philippe, et puis... 2 remarques. La première sur les chiffres de croissance.
on a effectivement un acquis de 2,4. Donc même s'il ne se passe rien en 2022, on aura une croissance qui partout sera relativement forte. La question, ça va être 2023, où là, les chiffres vont s'effondrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on a malgré tout un choc énergétique très fort. Si on regarde le prix du gaz, de l'électricité ou du pétrole, par rapport à la moyenne 2021, on est à 100% de hausse, en moyenne, à peu près. Donc, c'est un choc qu'il va falloir financer. Et c'est toute la question macroéconomique. C'est que sur un choc de ce type-là, on va payer l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement, un transfert interne vers l'extérieur. Et se pose la question, à ce moment-là, de qui paye. La grande différence du quoi qu'il en coûte, Exactement. du Covid, tout à fait. Qui Très paye intéressant. En 1975, au moment du premier choc pétrolier, parce que c'est la référence qu'on doit avoir, les entreprises avaient été très largement pénalisées. Les taux de marge étaient effondrés. Par contre, les salariés avaient bénéficié de l'indexation unitaire des salaires, ce qui fait que les salaires ont augmenté très, très fortement et n'ont pas été trop pénalisés. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut pénaliser les consommateurs avec est-ce qu'on veut indexer les salaires comme en 75 ? Certainement pas. Personne ne veut rentrer dans cette logique et le bouclier énergétique de Bruno Le Maire va dans ce sens-là. Est-ce qu'on veut pénaliser les entreprises ? Sûrement pas, parce qu'on avait constaté ces derniers mois une dynamique entrepreneuriale très forte. Et donc, on va retomber sur le budget. Et donc, probablement que le budget... Et donc sur la BCE. Et la BCE devra faire quelque chose. On va en reparler dans un instant. André, comment est-ce que tu vois ça ? Je crois, 3 choses. Un, je pense qu'on a du mal à finalement comprendre, parce qu'il y a 2 courbes qui se croisent. Il y a à la fois cette reprise suite au Covid, qui est quand même incroyable un peu partout, et on le sent bien, tu l'as évoqué, et ce choc. Et donc, en fait, on voit une résultante, mais qui est en fait un mélange de deux courbes très différentes. Deuxième chose, moi, ce qui m'inquiète vraiment, parce que ça, on le voit partout, c'est il y a le choc énergétique, mais il y a aussi le choc sur les produits agroalimentaires. Et là, ce que moi j'entends, c'est qu'on s'apprête à avoir des augmentations de 10-15% au mois de septembre-octobre. Ça, c'est considérable, avec en plus un impact géopolitique, notamment sur les pays en développement. On pense déjà à la rive sud de la Méditerranée. Et la difficulté, probablement, c'est le fait qu'on n'a pas des modèles qui incluent ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est qu'on va se retrouver avec une guerre probablement, alors pas à bas bruit parce qu'elle sera dramatique, mais qui va s'éterniser, l'espèce de maths, de fait qu'il n'y a aucun gagnant probablement pour les prochains mois, voire pour les prochaines années. Avoir une guérilla au cœur de l'Europe entre 2 énormes puissances, enfin deux grands pays, la Russie et l'Ukraine, ça ne s'est jamais vu. On l'a eu un tout petit peu avec la guerre. On l'a eu pas mal autour du Donbass quand même. C'est-à-dire que c'est quand même une situation endémique. Ça n'avait pas du tout la même ampleur. Là, on a quand même un pays de la taille de la France qui va se retrouver avec une guérilla urbaine sur une vingtaine de grands centres urbains. Ce que aujourd'hui semble se dessiner, c'est une situation qui sera pourrie pendant plusieurs années. Ça, on l'a jamais vu. J'ai appris un truc la semaine peu en dernière Yougoslavie. que toi, tu dois savoir, Philippe, je ne le savais pas, dans les stress tests bancaires, on refusait de modéliser la guerre. En fait, il n'y a pas... les régulateurs avaient décidé que la guerre n'était pas modélisable, alors que celui qui m'a raconté ça, d'ailleurs, ancien cadre dirigeant d'une très grande banque, disait globalement si quand même. Enfin voilà, notamment ce qui se passe Russie-Ukraine, ça se modélise, quoi. Voilà, ça peut rentrer dans un modèle bancaire. Mais la guerre... Non, mais ça en dit beaucoup sur notre tournure d'esprit il y a encore quelques années. On va en parler avec la défense européenne. Voilà. Donc effectivement, il n'y a pas de modèle et il n'y a même pas de modèle bancaire. Voilà. Et pour une raison, à mon avis... Et sur les sanctions non plus. L'ampleur des sanctions n'a jamais été appliquée à ce niveau-là. Non, mais sur cet aspect de non-intégration de la guerre dans les stress tests, ça traduit la perception qu'on avait du monde. C'est-à-dire, le monde est un monde globalisé, coordonné, coopératif. Exactement. Et dans l'idée, ce monde doit nous apporter la paix. C'est-à-dire que l'économie, la prospérité va apporter la paix. Et on voit bien que les Russes, aujourd'hui, sont dans une situation difficile. Je ne parle pas de... Ils sont dans une autre lecture de l'histoire. Oui, non, mais le Russe de la rue, lui, voit sa situation changer radicalement parce qu'il avait constaté depuis une dizaine d'années que finalement, l'ouverture au monde, c'était bien. Et donc là, il constate que tous les magasins dans lesquels il allait à Moscou sont fermés, etc. Donc ça change la dimension et ça
forcément l'amène à penser que peut-être Poutine n'a pas forcément tort. C'est ça l'idée. Erwan. Je mettrais un tout petit bémol sur le côté la fin de la fin du monde. Oui, mais ça c'est un débat en soi. Là, on est passé. Enfin, on voit que l'économie est quand même l'arme principale justement dans cette guerre. On est passé des guerres mondiales aux guerres mondialisées. L'économie et justement la mondialisation. Là, on est en train de vous dire, au lieu de vous rayer de la carte, on va justement vous exclure du marché mondial. Et je pense que c'est pour l'instant, ça ne porte pas forcément ses fruits parce que Poutine ne se laisse pas faire, il demande à ce qu'on paye son gaz en roubles, etc. Mais je pense qu'à terme, cette guerre d'usure-là, on voit le rouble a diminué de quoi 3, il a été divisé par 2, par 3 carrément. Il est bien remonté après les déclarations de Poutine. 75 roubles pour $1 à 100 aujourd'hui à peu près. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il avait quand même plongé à 40, à 140, il a remonté. Mais donc je pense qu'effectivement, le fait de dire l'économie était justement le garant de la paix, là on est face à un tournant. Je pense que l'économie peut être justement la meilleure arme de guerre qu'on puisse justement opposer à ces nouveaux conflits-là. Et ça rentrerait justement dans une nouvelle vision de la géopolitique et de la géostratégie, de dire on ne fait plus la guerre avec des hommes et des armes, mais on fait la guerre en fait avec des chiffres et des tableaux. Mais c'est pour ça justement que ce qui est en train de se passer, c'est malheureusement extrêmement passionnant parce qu'on est en train de voir la grande histoire devant nous. Et l'issue du conflit russo-ukrainien, ça nous donnera les clés aussi pour résoudre le conflit à venir, peut-être que beaucoup nous promettent entre la Chine et Taïwan. Ça nous permettra de voir comment est-ce qu'on gère justement ces guerres mondialisées au XXIe siècle. C'est pour ça que moi j'espère vraiment que ce que disait André, j'espère vraiment que les sanctions qu'on va pouvoir avoir, même si elles ne sont pas modélisables, elles vont en tout cas porter leurs fruits parce qu'elles nous permettront justement d'avoir une nouvelle arme de résolution. Écoute, moi ça m'intéresse beaucoup ce débat, on l'a très régulièrement sur ce plateau. J'ai été frappé là, ce matin dans les Échos, le patron de RTE, Régie de transport d'énergie, est le seul à dire ce que pas un responsable politique ne dit, et donc ça me frappe beaucoup quand tu parles de l'arme économique. Pour utiliser l'arme économique, encore faudrait-il qu'il y ait des nations qui soient prêtes à véritablement l'utiliser. Pas un responsable politique ne dit ce que dit tranquillement ce patron de RTE, vous savez, l'hiver prochain se joue aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, éteignez les lumières. Là, aujourd'hui, essayez de baisser votre chauffage. Là, aujourd'hui, commencez à vous rationner autant que faire se peut autour de l'énergie et autour de l'électricité. Pas un de nos responsables ne le dit. Alors, je comprends qu'on est dans une situation, nous, particulière de campagne présidentielle. Mais les Allemands ne le disent pas, les Espagnols ne le disent pas. C'est quand même très étonnant, tu vois, pour manier l'arme économique. Il y a eu hier soir un talk show avec le chancelier allemand qui, pour moi, je vais être un petit peu dur là-dessus, a peut-être joué tout son mandat là-dessus parce que ça a été une catastrophe. C'est-à-dire qu'il a, par rapport à toute une série d'économistes qui, justement, en Allemagne, appelle l'Allemagne à modéliser, il ne demande pas à le mettre en œuvre, à déjà modéliser ce que serait un véritable embargo, a dit non, c'est pas possible. Voilà. Et donc, il a opposé des arguments, aucun argument justement, pas de rationalité, et je pense que... Si, l'argument c'est toujours le même, ça n'est pas aux populations allemandes ou françaises de payer la guerre... Et c'est là où on voit qu'on n'est pas encore rentré dans le nouveau monde. C'est-à-dire qu'on reste encore dans un monde de la protection. Pour moi, d'ailleurs, cette logique électorale, et je pense qu'il n'y a pas que le président actuel qui l'utilise, protéger les Français, protéger les Européens, c'est très dangereux parce qu'on protège à court terme. Mais c'est comme avec le bouclier énergétique, ça va durer jusqu'à juin, octobre, et il n'est pas c'est pas indéfini. On ne donne pas la vérité. Et je pense en plus qu'à cause de ça, on mine la démocratie, parce qu'en fait, on donne cette impression que les dirigeants ne sont pas dans un discours de vérité, ce que tu viens de dire avec Caraco, je crois, le patron de... Oui, c'est ça, j'ai oublié son nom en fait, le patron de RTE, la régie de transport de l'Allemagne est dans une situation très complexe en même temps, parce que le poids du gaz dans sa consommation d'énergie est très importante, et le poids de la Russie dans sa consommation. Et donc la question qui est posée, et qui est beaucoup plus complexe qu'en France, est de se dire, est-ce qu'on est prêt à accepter une récession profonde pour cette guerre? Voilà, c'est ça la question. Et alors, puisqu'on a appris encore en plus, on en apprend tous les jours, une partie du stockage du gaz en Allemagne appartient à Gazprom. Et comme par hasard, c'est ce stockage qui a été vidé cet hiver, c'est-à-dire tout est vide. Ce qui fait réfléchir sur la stratégie de Poutine, quand même, ça vient de loin, quand même, son histoire. Mais c'est ahurissant, même sur le territoire allemand, si tu veux, ils se sont mis en partie dans leur stockage entre les mains de Poutine. C'est toute l'ambiguïté du modèle allemand, c'est-à-dire que le modèle allemand, depuis une dizaine d'années, c'est attendre une impulsion qui vient de Chine, pour son activité manufacturière, et se fournir en énergie à bas coût en provenance de Russie.
ces deux éléments tombent à l'eau. Mais ouais. Et donc, le modèle allemand, que tout le monde a trouvé très vertueux, est en train de prendre l'eau d'une certaine manière. Je crains, Philippe, que tu parles de modèle allemand, mais en fait, ça a juste été un manque de compétences caractérisées. Ça a été un moment. C'est un manque d'anticipation. Personne n'était au courant. Je pense que c'est pas qu'il y ait eu une volonté de nuire. Alors, probablement, il y a des gens comme Schröder qui sont totalement inféodés au régime russe, mais sinon, il y a une absence d'anticipation, une absence de priorité, probablement un peu due au modèle. Et moi, qui suis plutôt quelqu'un qui suis sur la décentralisation, là, effectivement, le modèle allemand totalement décentralisé montre ses limites parce qu'en fait, les responsabilités sont fragmentées. Mais attention à ce qu'on est en train de refaire en Europe. C'est la même chose. On a des responsabilités fragmentées. Résultat, bon, quand il y a une crise, oui, ces responsabilités se ressoudent. La question, c'est que quand cette crise va redevenir à bas bruit ou à moyen bruit, est-ce qu'on saura mettre ses priorités? Quelles sont nos priorités? Défense européenne, toi qui suis ça très très près, tu vois des choses bouger en vrai? Je vois qu'aujourd'hui, notre défense européenne, elle est... je vais essayer d'être optimiste aujourd'hui, mais j'ai du mal à le trouver. Il y a un grand projet en ce moment qui s'appelle l'Eurodrone, qui est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est un drone qui vaut 100 millions d'euros, qui va être prêt en 2029 et qui va être à peu près aussi bon que le drone américain qu'on utilise aujourd'hui, qui s'appelle le Reaper. Je rappelle aujourd'hui que les chars russes se font dégommer, pour prendre une expression un peu triviale, par des drones turcs qui valent entre 1 et 2 millions de dollars, qui s'appellent les Bayraktar, pour les TB2 précisément, et qui ont été développés en quelques années à peine. Là, on va mettre 7 milliards d'euros pour 100 drones. Alors en plus, quand un drone vaut 100 millions, on va évidemment pas l'utiliser. Ça va être comme les pilotes. Et on a raison de ne pas utiliser les pilotes parce que la vie humaine n'a pas de prix. Donc on est complètement... Mais alors là, par contre, les autorités européennes étaient ravies du projet Eurodrone parce que c'était une manière d'investir beaucoup d'argent d'un coup et de dire que le Fonds européen de défense n'a pas de sens. A du sens. Mais ça montre bien Très juste. absence d'anticipation. Quand des programmes durent 10 ans, forcément, on peut être bon au début, mais on va être à côté de la plaque quand on va être à jour. Et en plus, ce retard s'accumule. Là, il y a véritablement, je pense, énormément d'enseignements. Il y a probablement des enseignements aussi, alors je ne suis pas spécialiste de la doctrine militaire, mais sur les chars. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, le modèle de char, avec des pilotes de chars à l'intérieur, fait encore sens? Non, mais je veux juste rester il y a sur plein de sujets. le côté institutionnel européen. Et tu nous décris bien ce qui est en train de se passer. Regardez la boussole stratégique qui a été adoptée. Donc c'est ce papier. Alors, pour la première fois, ce qui est bien, c'est qu'il y a une première doctrine. Parce que s'il n'y a pas de doctrine, forcément, tout le monde va faire son petit programme, ce qui s'est passé avec tous les programmes européens. C'est-à-dire qu'on avait un nom commun, mais en fait une dizaine de versions. C'était l'avion de transport européen, la 400M. 11 versions pour 16 pays. L'hélicoptère, le NH90, on dit qu'il y a 23 versions. C'est ça qui explique l'explosion des coûts et les délais. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. La question, c'est qu'il va falloir totalement changer la rapidité avec laquelle on met ça en œuvre et aussi peut-être les priorités qu'on se donne. Donc il y a un vrai travail institutionnel. C'est l'opportunité de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire, parce que c'est dans l'urgence, c'est quand tout le monde sent qu'il y a un problème. Il ne faut surtout pas le reporter dans 6 mois, parce que dans 6 mois, l'urgence sera retombée. On marque une pause. On se retrouve dans un instant.